La réunion des cadres de l'UMP. Merci. Merci. Merci mes chers amis. Merci mes chers amis. Je voudrais, puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons ce matin depuis le 6 mai, je voudrais vous dire, vraiment du fond du cœur, aux uns comme aux autres, combien je pense à vous dans les moments que nous vivons. Vous qui, au quotidien, portez depuis des semaines et des mois l'étendard de l'UMP avec l'enthousiasme, le courage et la solidité de ceux qui aiment la France, qui servent nos convictions et qui pensent évidemment à l'avenir de nos enfants, je veux vous dire ma reconnaissance et mon affection. Nous avons choisi de vous réunir ce matin pour parler de cette campagne législative qui entre maintenant dans sa dernière ligne droite. Vous qui représentez par les fonctions qui vous ont été confiées les militants et les sympathisants de toute la France, métropole, outre-mer, Français de l'étranger qui ont fait un score formidable pour Nicolas, chère Marianne Monchamp. Vous avez arpenté la campagne avec un courage fantastique. Et donc, je veux vous dire que ma première pensée, devant vous, comme je vous l'ai dit au début de notre matinée, elle est pour Nicolas Sarkozy. Bien sûr, il y a pour chacun d'entre nous un sentiment d'amitié, d'affection, de reconnaissance. Mais moi, je voudrais, si vous me le permettez, y ajouter un mot supplémentaire et plus personnel que je pense chacune et chacun d'entre vous ressentira lorsque je vais vous le confier. Nicolas Sarkozy, durant toute cette campagne, a fait preuve, face aux attaques, aux polémiques, aux invectives, aux injures, aux procès d'intention, d'une solidité, d'une énergie, d'une pugnacité, et en un mot, nous a donné à tous une fantastique leçon de vie. Et je peux vous confier, car il me l'a bien souvent dit, comme je crois à toutes celles et ceux de mes amis qui l'ont accompagné dans cette campagne. Il nous l'a dit aux uns comme aux autres. Ce qu'il a fait, c'est d'abord, avec chevillé au corps, cette flamme magnifique que nous portons tous en nous et qui se résume d'un seul mot, l'amour de la France. Et si je veux vous le dire ce matin, c'est parce que, au-delà même des fonctions qui sont les miennes, je veux vous dire, et Dieu sait si dans ce domaine, nous avons les uns et les autres nos réflexions, nos convictions, nos différences, ce que Jean-Pierre Raffarin rappelait fort justement tout à l'heure. Mais je veux vous le dire, pour ce qui me concerne, jamais, jamais, je ne laisserai sans réagir de mise en cause de sa personne, de son action ou de son bilan. Il doit savoir qu'il me trouvera, avec beaucoup d'autres, toujours au-devant de lui lorsqu'il s'agira de défendre celui qui a été un très grand chef d'État pour la France durant ces dernières années. L'heure est encore aux commentateurs qui, dans leur engagement, et pour certains d'entre eux, dans une euphorie qu'ils ont eu du mal à dissimuler le 6 mai au soir, à nous dire ce qu'il nous faut penser de lui. J'attends avec impatience le moment où les commentateurs laisseront la place aux historiens. Ceux-là diront
que la période si tourmentée que la France et l'Europe a connue depuis 5 ans exigeait à la tête de notre pays l'homme d'État qu'il a été tout au long de ces années, et je veux dire devant vous qu'il a non seulement toute sa place parmi nous, mais que nous avons, les uns comme les autres, profondément besoin de lui. Voilà pourquoi, durant cette campagne législative qui s'est engagée, je vous dois, comme nous tous ici, et comme tous ceux de mes amis qui l'ont si bien dit tout à l'heure, je vous dois un engagement total dans cette campagne. Il nous faut donc faire campagne le matin, faire campagne à midi, faire campagne le soir, car la vérité, c'est que tout est possible dans cette élection et qu'il nous appartient de convaincre chaque Française et chaque Français de donner le maximum de députés UMP à la France pour permettre à notre pays d'empêcher l'irréparable, c'est-à-dire ce programme fou dans lequel François Hollande veut engager notre pays, adossé sur la démagogie, sur le populisme avec ses alliés de l'extrême gauche, alors que nous savons les uns et les autres les grands chemins qu'il nous faut entreprendre pour permettre à la France de tenir le cap et de rester cette grande puissance économique mondiale, à la fois ambitieuse et généreuse. C'est ce qui fait la France éternelle, et c'est nous qui devons en être les garants. D'où, mes chers amis, l'esprit de collégialité qui doit être le nôtre et dont la vérité est qu'il est le nôtre. Depuis le 6 mai au soir, tous autant que nous sommes, une fois que nous avons appris les tristes résultats, qui étaient bien serrés, Jean-Pierre, tu as bien fait de le rappeler, tous autant que nous sommes, répondant d'ailleurs à l'invitation de Nicolas, nous n'avons eu qu'une idée en tête, être rassemblés. Et nous en avons fait la démonstration. Et je veux sur ce point vous dire les choses comme je le pense. Oui, tu as raison, Alain, d'en appeler comme tu l'as fait à plusieurs reprises depuis le début de cette semaine et depuis le début de cette campagne, comme je l'ai fait moi-même, à ce que nous soyons totalement la main dans la main pour réfléchir, concevoir cette campagne, imaginer ce slogan « Ensemble, choisissons la France » qui reflète tellement ce que nous avons ressenti ce fameux soir où les images du meeting de la Bastille étaient celui de ces innombrables drapeaux étrangers qui ne laissaient plus la place au drapeau tricolore. Comme de la même manière, nous sommes totalement rassemblés pour travailler ensemble notre projet et la réplique systématique, comme Bernard Accoyer, à juste titre, nous a appelés à le faire, aux folies que François Hollande est en train d'engager. Comme de la même manière, je le dis à François Fillon, tu as raison évidemment de dire, cela va de soi, ce que tu as dit à propos du leadership, c'est une évidence. D'ailleurs, qui comprendrait que l'un d'entre nous revendique à lui tout seul je ne sais quel grade supérieur aux autres? La vérité, c'est qu'il y aura à l'automne prochain, comme le prévoient nos statuts, une élection interne, comme il y en a dans tous les grands mouvements politiques. Cela ne doit pas être le sujet du moment. Et dans les faits, je vous le dis, la seule chose qu'attendent nos électeurs, nos militants, nos candidats sur le terrain, c'est la mobilisation totale sur la campagne législative. Et croyez-moi, le message de ce matin que nous avons tous délivré est parfaitement clair. Nous y allons pour gagner. Alors c'est vrai, bien sûr, il y a 3 mots-clés. Je vois d'ailleurs, en écoutant les discours des uns et des autres, et j'en suis très heureux que nous nous retrouvons sur l'essentiel, il y a 3 mots-clés. Le premier, je le dis, je le redis à nouveau, c'est le rassemblement. Ne soyons pas avares de l'utilisation de ce mot pour que chacun soit bien apaisé sur ce sujet. Après tout, l'une des tâches qui m'incombe, c'est de consacrer beaucoup d'énergie à apaiser, à dialoguer, à écouter, à rassembler. Alors ça tombe bien. L'UMP, c'est un petit miracle de tous les jours. Depuis 10 ans, que des hommes et des femmes qui en avaient assez de se taper dessus, au point que les luttes étaient tellement fratricides qu'on s'occupait même plus de nos adversaires, que ces hommes et ces femmes aient décidé, sous l'impulsion de Jacques Chirac, de se retrouver, cher Alain, pour faire cette grande formation politique de droite et de centre-droit,
ne peut pas se faire sans être sans cesse à réexaminer les conditions de notre travail ensemble, puisque c'est le résultat de la volonté de travailler ensemble. Et du coup, c'est un petit miracle de tous les jours. J'ai déjà dit depuis de nombreuses semaines la manière dont j'imaginais que notre famille politique se modernise demain. Il y aura bien sûr des débats passionnants sur ces sujets. J'ai moi-même, comme d'autres, 1000 idées à vous proposer. Le moment est, par exemple, de mettre en place les mouvements pour que chacun sache que dans notre famille politique, il a le droit à la parole, il a le droit au débat, il a le droit à l'écoute, il a le droit au respect, qu'il soit de sensibilité centriste, gaulliste, libérale, humaniste, de la droite populaire, tous autant que nous sommes. Chacun doit avoir la possibilité d'être écouté, entendu et respecté. Nous aurons, et Alain a bien fait de le dire tout à l'heure, un rendez-vous programmatique et idéologique. 5 ans de crise, 6 mois de campagne électorale où les Français nous ont tant dit de choses. Évidemment que nous aurons à faire un gros travail sur les valeurs qui nous rassemblent. Comme de la même manière, les mouvements devront y contribuer. Comme de la même manière, je proposerai, au lendemain des législatives, que l'on lance le plus grand plan de recrutement jamais réalisé par un parti politique, car je souhaite, je vous l'ai dit à de nombreuses reprises, en appeler aux Françaises et aux Français si nombreux qui se sont engagés dans la campagne de Nicolas, à qui nous proposerons de s'engager pour aller à la reconquête des territoires perdus en 2014 dans les villes et dans les régions. Car ne nous y trompons pas, ce pays ne peut pas marcher avec des collectivités locales qui augmentent les impôts sans compter, qui dépensent sans compter, comme s'ils étaient en extraterritorialité, et ce qui se passait dans toutes ces régions tenues par la gauche à grands coups de démagogie n'avait rien à voir avec la crise des finances publiques que connaît notre pays. Donc le premier mot, c'est celui du rassemblement. Le deuxième mot, c'est celui de vigilance. Vigilance face à un François Hollande qui a commencé sa présidence sans surprise, à grands coups de démagogie, de fausse simplicité. C'est à celui qui prendra le transport en commun le moins cher, le plus lent et le plus démago. Alors on va en train à Bruxelles, on va en métro au ministère ou au Conseil des ministres, si possible avec un blue jean le plus délavé possible, histoire de faire oublier les dorures, les voitures de fonction et les gardes du corps. Mais on prend les Français pour qui? Vous imaginez vraiment qu'on va incarner un pouvoir supposé modeste avec ce type de gadget, alors que pendant ce temps-là, on espère que l'essentiel sera invisible pour les yeux? La vigilance, mes chers amis, ça n'est pas de savoir si Madame Duflot va devant les caméras de télévision en RER au Conseil des ministres. La vigilance, c'est plutôt de voir les coups de canif que tous les jours François Hollande est en train de porter à l'alliance pourtant si stratégique entre la France et l'Allemagne, pilier d'une Europe capable de résister contre les crises. L'important, mes chers amis, c'est de voir comment François Hollande continue d'avoir cette position intenable sur la situation militaire en Afghanistan. Moi, j'ai applaudi, comme d'autres, le fait que François Hollande, chef de l'État, ait choisi d'aller expliquer à nos soldats sa position. Mais en revanche, je conteste avec la plus grande force l'option qui a été choisie, qui nous humilie devant nos alliés et qui, en plus, porte en lui une terrible insécurité pour ceux de nos soldats et de nos matériels qui vont rester sur place après le retrait de ce qu'il appelle désormais les troupes combattantes. On va donc demander à nos alliés de protéger ceux de nos compatriotes qui resteront sur place. Et voilà que François Hollande, sans rire, est venu expliquer à nos soldats hier sur place que la France allait déployer son énergie pour aider dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de recherche archéologique. Je pense que les talibans vont adorer cette proposition. Les talibans qui, d'ailleurs, n'ont pas hésité à inviter l'ensemble des alliés à imiter la France et François Hollande dans le retrait précipité de leurs troupes. Le général de Gaulle peut utilement se retourner dans sa tombe, celui que François Hollande évoquait sans vergogne, faisant l'éloge pour chacun de ses prédécesseurs, sauf un seul, Nicolas Sarkozy, pour lequel, le jour de son investiture, il n'a pas trouvé les mots
pour dire qu'il fut un grand président, eh bien moi je le dis pour lui aujourd'hui, oui, tant pis Monsieur Hollande, je vous le dis comme je le pense, Nicolas Sarkozy fut un très grand président de la République. Vigilance! Vigilance! Christian Jacob l'a parfaitement dit. Vigilance sur la question du retour à la retraite à 60 ans. Cher François, toi qui as si bien agi dans ce domaine avec Jean-Pierre, et je me souviens d'en avoir été le témoin engagé à la modeste place qui était la mienne comme porte-parole de notre gouvernement à l'époque, sur cette réforme de la retraite. Ils ont ouvert la boîte de Pandore, mes chers amis, du retour à la retraite à 60 ans. Je peux hélas prédire qu'ils ne la refermeront pas. Tu as bien fait, Bernard, de lever l'étendard du respect des droits du Parlement. C'est bafouer la démocratie que de penser pouvoir, sur un sujet aussi grave que celui-là, ne parler qu'aux syndicats. Je sais que François Hollande doit s'acquitter d'une dette à l'égard de ces syndicats qui ont appelé à voter pour lui et qu'il lui faut donc payer son écho. Le problème, c'est que ce n'est pas lui qui va payer, c'est les salariés et c'est les employeurs, puisque le projet de M. Hollande pour le financement du retour à la retraite à 60 ans, c'est une augmentation des cotisations sur la feuille de paie des salariés et une augmentation des charges pour les employeurs. On perdra du pouvoir d'achat, on perd de la compétitivité à une période où l'Europe entière doit se redresser. Bel exemple à donner à une Europe qui voit ainsi ce qu'est, à visage découvert, le socialisme français. Voilà aussi ce que je mets dans le cercle de l'irréparable. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Voilà pourquoi le message de laxisme donné par Madame Taubira, supprimant les tribunaux correctionnels pour mineurs, est encore une bonne vieille technique pour inquiéter celles et ceux qui peuvent légitimement voir dans le recul face à la question de la sécurité des raisons d'atteinte à la cohésion nationale, cher Claude Guéant. Sans oublier ce Montebourg, qui, je le crois, est bien inspiré de nous faire le feuilleton du quotidien des couacs gouvernementaux. Voilà que pendant 6 mois, il nous a expliqué sans rire que les questions industrielles, il les connaissait très bien et que lui avait toutes les solutions pour empêcher les délocalisations. Eh bien, depuis qu'il est ministre du redressement productif, comme on disait au Front populaire, Arnaud Montebourg a trouvé la formule. À chaque fois qu'il va dans un site en difficulté, c'est pour leur annoncer que pour ce site-là, il ne pourra rien faire. Je le dis à nouveau, il va falloir mettre les compteurs à zéro. Dans ce domaine-là, nous ne laisserons rien passer. Alors, rassemblés, vigilants. Le troisième mot, c'est celui qui consiste à vous inviter à être constructif. On ne fait rien de grand, on ne fait rien de fort si l'on n'est pas positif. C'est vrai que ce n'est pas notre culture, l'opposition. Et je n'ai pas du tout envie qu'on y reste plus longtemps que 3 semaines. C'est vrai que la tentation qui consiste à salir nos adversaires, ce n'est pas notre culture. Nous n'aimons pas faire cela. Et d'ailleurs, je vous le dis comme je le pense, c'est notre honneur. C'est vrai, nous avons les uns et les autres été très choqués de la manière dont tous nos amis ministres ont été traités, insultés, injuriés, salis, au mépris de la présomption d'innocence. J'ai évidemment une pensée pour Éric Woerth, qui a été insulté comme jamais durant ce quinquennat. Et de la même manière, nous avons vu comment les fameux condamnés par la justice qui ne devaient pas approcher le gouvernement de François Hollande se découvrent jour après jour les piliers de ce gouvernement, depuis le Premier ministre jusqu'à la ministre de la Justice. Voilà maintenant le fameux du redressement productif dont je parlais tout à l'heure. Chacun a son pédigré. Moi, je ne commente jamais les décisions de justice. Par contre, je commente les engagements politiques. Et dans ce domaine-là, François Hollande, comment dire, a joué avec le feu. Là encore, les compteurs sont remis à zéro, bien sûr. Donc oui, nous devons être constructifs. Constructifs parce que si François Hollande propose dans les jours qui viennent une mesure qui est bonne pour la France, eh bien nous l'approuverons. J'ai dit qu'on mettait les compteurs à zéro. Mais aussi constructifs pour proposer notre projet, le projet magnifique sur lequel Nicolas Sarkozy et nous-mêmes avons fait campagne et qui est le seul possible, bien sûr, pour bâtir la France de demain, avec ces fameux 3 piliers, fermes sur le plan régalien pour rassembler la France, courageux et pragmatique sur le plan économique et généreux, sans assistanat, sur le plan social. Voilà les piliers de ce que sera, dans les semaines qui viennent, l'examen programmatique et idéologique de notre famille politique.
Je voudrais, pour finir, vous dire 3 dernières choses très importantes à mes yeux, qui, je crois, vont vous être utiles sur le terrain. D'abord, cette fameuse histoire de la cohabitation. Voilà que certains, Jean-Pierre le disait très justement tout à l'heure, voilà que certains nous disent « Ouh là 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 là, laissons-les faire leurs 5 ans, on verra après ». Les 5 années qui viennent sont des années décisives pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire de la France. Ce ne sont pas des années comme les autres, compte tenu du contexte de crise qui est le nôtre. Alors il ne faut pas leur laisser faire ces 5 ans. Et la vérité, c'est que la question n'est pas institutionnelle. Elle est d'empêcher l'irréparable. L'irréparable avec le refus par les socialistes de voter la règle d'or budgétaire. L'irréparable avec l'intention de mettre le droit de vote pour les étrangers. L'irréparable pour le retour à la retraite à 60 ans. L'irréparable pour le matraquage fiscal des classes moyennes, cher Claude. Et enfin, l'irréparable avec le démantèlement programmé de la filière nucléaire. Alors voilà pourquoi, balayer la question institutionnelle, n'en posons qu'une seule. La majorité pour les députés UMP à l'Assemblée nationale, c'est empêcher l'irréparable et reprendre le chemin qui doit être le nôtre, du courage pour les réformes nécessaires pour la France. La deuxième question essentielle, et je la pose sans embâche, c'est la question du Front national. Nous ne pouvons pas faire une réunion comme celle-là sans ne pas nous dire les choses. Je l'ai dit depuis toujours, et c'est un point qui fait l'unanimité dans la direction de notre parti. Et il n'y aura jamais d'alliance, chère Chantal, avec le Front national. Qui d'ailleurs dans ce domaine pourrait me donner à moi des leçons, moi qui ai vécu plein pot la souffrance d'une défaite électorale à cause du Front national qui avait fait une triangulaire avec un score de 23% dans ma ville de Meaux en 1997 et qui m'a vu laisser la victoire à une députée socialiste plutôt qu'une alliance qui, comme l'a rappelé très justement Alain, n'avait pas de sens, ni sur le plan programmatique, ni bien sûr sur le plan des valeurs, ou encore de partager je ne sais quel combat avec des gens qui veulent notre disparition. Ne donnons pas de leçons de morale à celles et ceux d'entre nous qui, sur le terrain, dans des circonscriptions très difficiles, font ce qu'ils ont à faire pour que le drapeau de l'UMP flotte haut et fort au service de nos convictions et au service de la France. Mais dans le même temps, pas de double peine. Personne ne nous déniera le droit de nous adresser à l'ensemble des Français qui ont voté pour le Front national, comme à l'ensemble des Français tout court. Personne ne m'interdira jamais de dire ce que je pense de la maîtrise nécessaire de l'immigration, de la question majeure de la sécurité, notamment de la lutte contre la délinquance des mineurs, sur la question de la laïcité, qui pour moi est un point non négociable dans une République si fragile que la nôtre, ni enfin sur les questions de justice. Dans ces domaines-là, nous avons notre corps de pensée, nous avons notre bilan, nous avons notre proposition, nous n'avons pas à nous justifier. C'est cela qui fera demain une grande formation politique comme la nôtre. Et enfin, troisième et dernier point, nous qui n'avons donc pas de leçon de morale à recevoir, n'hésitons pas à demander matin, midi et soir à François Hollande s'il ne lui arrive pas le matin, en se regardant dans la glace, de rougir de honte, et j'emploie les mots à dessein, de faire sans aucun scrupule alliance avec l'extrême gauche, lui. Alliance, comme le rappelait fort justement Alain Juppé tout à l'heure, avec un Mélenchon qui, au-delà du caractère pseudo-sympathique que certains veulent lui donner, n'est autre qu'un leader populiste, démagogique, dont certains des propos n'ont rien à envier à ceux du Front national, lorsqu'il nous explique sans rire que Castro n'était pas un dictateur, ni Cuba une dictature. Il va bientôt nous dire qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques là-bas. Qui vient nous raconter sans hésitation que Robespierre est son héros, vous savez, ce tyran sanguinaire qui a déshonoré la Révolution française. Qui vient de la même manière recevoir en grande pompe Mikis Theodorakis, effectivement, celui qui assume publiquement son antisémitisme et son antisionisme. Oh là là, si c'était arrivé de notre côté, qu'est-ce qu'on en aurait entendu du petit paysage médiatique parisien qui sait si bien les choses qu'il en oublie ce qui se passe de l'autre côté du périphérique. Voilà, mes chers amis,
Pourquoi vous voyez en moi quelqu'un de totalement déterminé à ne rien laisser passer. Rien. Parce que beaucoup de ceux qui viennent me donner des leçons de l'autre côté de l'échiquier politique oublient ce qu'est depuis toutes ces années le combat quotidien que je mène, comme beaucoup d'entre vous, dans les quartiers difficiles de ma ville, où, grâce à l'action de Nicolas Sarkozy, de Jean-Pierre Raffarin, de Jean-Louis Borloo, nous avons mené une politique de rénovation des quartiers, de sécurité, cher Claude, avec la vidéosurveillance et les polices municipales dont nous avons assumé l'efficacité. Moi qui mesure tous les jours les souffrances, des difficultés de l'intégration, maire que je suis d'une ville qui compte 27 nationalités différentes hors Union européenne. Vous le voyez, les combats qui nous attendent sont magnifiques. Pour ces combats, je prends devant vous l'engagement que nous serons les uns et les autres totalement rassemblés. Car ce qui nous rassemble est infiniment supérieur à ce qui peut ici ou là nous séparer. Tournons donc rapidement celles de ces pages qui ne sont pas celles du rassemblement pour aller vite à l'essentiel, le service de la France, aux côtés des militants, des sympathisants à qui je dois, dans les fonctions qui sont les miennes, une équipe pugnace, déterminée au service de la France. Alors, je vous demande, aux uns comme aux autres, de faire preuve d'esprit d'écoute, d'engagement, de rassemblement, de vous dire les uns comme les autres que l'heure de la victoire peut sonner si tous ensemble nous sommes rassemblés. Merci à vous et vive la France! Mes chers amis, c'est avec gravité et avec détermination que je vous retrouve. L'élection présidentielle a été perdue sur le fil, mais je veux d'abord dire ce matin que je ne regrette rien. Je ne regrette rien de ces années passées aux côtés de Nicolas Sarkozy. J'assume mon amitié, j'assume mes convictions, j'assume notre bilan et je viens vous dire que le combat pour nos valeurs ne fait que commencer. Hier, comme tous les responsables de notre mouvement, j'étais en campagne pour les élections législatives, à Montpellier, auprès de nos candidats. Je serai bientôt en Seine-Saint-Denis, dans le Rhône, en Saône-et-Loire, à Boulogne, à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, bien sûr. Bref, je m'engage avec vous comme un militant parmi les militants. Pour tous ces Français qui nous ont fait confiance, notre première responsabilité, c'est de réinsuffler la fierté et l'honneur de se reconnaître dans la droite républicaine. Gaullistes, centristes, radicaux, libéraux, nous sommes à l'UMP les héritiers d'une grande tradition politique qui n'a pas à s'excuser d'être vivante, d'être toujours là et d'être fière. Notre seconde responsabilité, c'est de nous adresser à tous les Français, et notamment à ceux qui ont cru trouver dans l'abstention ou dans le vote protestataire une forme d'échappatoire. Je les invite à construire avec nous une alternative solide à la gauche, parce que toute voix qui s'abstiendra ou toute voix qui se dispersera sera l'allié du Parti socialiste. La France a besoin d'une UMP forte et unie. Une UMP qui défend à l'Assemblée nationale la voix de l'intérêt national et ses priorités. Il faut garantir notre souveraineté économique et financière. Il faut renforcer notre compétitivité pour permettre à la France d'être une terre de production et d'emploi. Il faut renouveler notre modèle social si nous voulons éviter qu'il craque. Il faut l'autorité de l'État face à la violence et face aux pressions de ceux qui veulent faire passer leurs règles devant celles de la République. Enfin, notre troisième responsabilité, c'est de nous comporter avec dignité. Nous ne sommes pas animés par un esprit de revanche, parce qu'en démocratie, le choix des électeurs doit être respecté. Nous ne sommes pas injurieux
à l'égard du président de la République, comme le furent les socialistes dès les premières heures du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais nous ne sommes pas là non plus pour faire de la figuration. Et nous ne sommes pas là pour nous extasier des moindres faits et gestes d'un gouvernement qui croit que le temps des Lumières commence avec lui. Les superlatifs qui ont accompagné les premiers pas du président de la République ne dureront qu'un temps. Et il nous importe peu de savoir si François Hollande prend l'avion, le bus ou le train. Quant à ses rencontres avec Angela Merkel ou Barack Obama, il est étonnant que chacun se soit étonné que ces chefs d'État se comportent avec une élémentaire courtoisie. Non, l'UMP n'est pas là pour commenter les apparences du pouvoir. L'UMP est là pour peser sur l'avenir de la politique française. Avant l'élection présidentielle, nous disions que le programme socialiste était irréaliste sur le plan financier et qu'il était régressif sur le plan économique. Eh bien, nous n'avons pas changé d'avis. L'élection de François Hollande n'a pas fait disparaître les réalités européennes, avec le risque renouvelé d'une désagrégation de la zone euro, face notamment aux errements de la Grèce et aux difficultés du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne. Réalité française, avec le double défi que nous avions commencé à relever, celui des déficits et celui de la compétitivité. Eh bien, face à ces réalités, je persiste et je signe, le programme socialiste nous conduit dans le mur. Sur l'Europe, derrière la façade obligée des sourires, l'avenir du couple franco-allemand est gravement menacé. En renonçant à faire adopter la règle d'or budgétaire, François Hollande démontre que le retour à l'équilibre de nos finances publiques n'est plus une priorité française. En exigeant des eurobonds, il met la charrue devant les bœufs, parce que la mutualisation des dettes n'est possible que si l'intégration politique et la surveillance budgétaire collective sont assurées. En engageant un bras de fer maladroit sur la croissance, le président de la République prend le risque d'amplifier la crise en fissurant le principal rempart de l'Europe qui est le consensus entre la France et l'Allemagne. Parce que c'est, et cela a été pendant les 4 dernières années, le seul endroit où l'on peut encore prendre des décisions en urgence face à la crise. François Hollande croit que son élection l'autorise à exiger plus que ce que l'Allemagne peut offrir. C'est une grave erreur. Voilà plus de 10 ans qu'Angela Merkel et son prédécesseur socialiste imposent à leur pays une cure d'austérité et des réformes difficiles. Eh bien, les Allemands ne lâcheront pas la proie pour l'ombre pour nous faire plaisir. Il ne sert à rien de sauter comme un cabri sur sa chaise en répétant la croissance, la croissance, la croissance. Personne n'est contre la récession, n'est pour la récession. Personne n'est pour la misère. Depuis 3 ans, comme l'a tout à l'heure rappelé Alain Juppé, dans tous les sommets européens, les voies et moyens de la croissance ont été recherchés. Et je voudrais dire que tous les journalistes qui ont assisté à ces sommets le savent. Pourquoi ne le disent-ils pas aujourd'hui ? Mais la croissance doit être assise sur des bases saines, sur des réformes structurelles, pas sur des énièmes dépenses publiques qui vont fondre comme neige au soleil, pas sur de nouvelles dettes qui conduiront irrémédiablement l'Europe au déclin. J'accuse les socialistes de parler à tort et à travers de croissance pour masquer leur laxisme congénital. Sur les déficits, la politique du gouvernement amorce un relâchement budgétaire qui peut être mortel pour notre pays. Le recrutement de 60 000 fonctionnaires a été confirmé et dès cet été, la machine à recrutement va être relancée. La revue générale des politiques publiques a été stoppée.
L'équilibre financier des régimes de retraite est menacé par le retour à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans. Le décret qu'on nous promet sur ce sujet n'est fondé sur aucune évaluation sérieuse, ni sur le nombre des bénéficiaires, ni surtout sur le coût pour la collectivité nationale. Tout cela, nous dit-on, sera négocié avec les syndicats. Eh bien, j'aurais aimé aussi que cela soit négocié avec le Parlement. Engager près de 20 milliards d'euros d'ici à 2017 par décret, eh bien, ça commence bien pour le Parlement et ça commence bien pour la démocratie. Toutes ces premières mesures préfigurent un relâchement de notre effort financier, alors même que la crise des dettes se presse à nouveau à notre porte. Avec tous les candidats de l'UMP, j'appelle les électeurs à choisir le camp de la responsabilité financière plutôt que le camp des dépenses irresponsables. Je le fais pour notre souveraineté économique et sociale, parce que je ne veux pas voir la France soumise un jour au même sacrifice que nos voisins du Sud. Sur la compétitivité française, le scénario est tout aussi inquiétant. Ce n'est pas en changeant le nom du ministère de l'Industrie par celui du redressement productif que l'on combattra les délocalisations et le chômage. La France doit travailler plus. Mais les socialistes veulent dissuader les heures supplémentaires en abrogeant leur défiscalisation. La France doit baisser les charges sociales pesant sur le coût du travail parce qu'elles sont de près de 20% supérieures à celles de la moyenne des économies de la zone euro. C'est ce que nous avons fait. Cette mesure sera abrogée, nous disent les socialistes. Eh bien, ce sont 13 milliards d'euros supplémentaires sur le dos des entreprises, auxquels s'ajoutera l'augmentation des cotisations pour financer leurs promesses sur la retraite. Enfin, on nous annonce une grande conférence sociale où la question de l'augmentation du SMIC sera abordée. Nul doute que les syndicats réclameront le maximum et que le nouveau gouvernement se pliera à leurs exigences sans se soucier du sort de toutes ces PME qui se battent le dos au mur contre la crise. Augmenter le SMIC dans les conditions actuelles de l'économie européenne, c'est condamner des dizaines et des dizaines de milliers de Français au chômage. C'est la responsabilité qu'est en train de prendre le gouvernement de François Hollande. Et d'ailleurs, puisqu'il nous annonce un audit de la Cour des comptes sur la politique budgétaire de notre pays et des gouvernements que j'ai eu l'honneur de diriger, eh bien, il ferait bien de lire le rapport de la Cour des comptes dirigé par Didier Migaud sur l'année 2012, qui dit que parmi les mesures qu'il faut à tout prix éviter, il y a le coup de pouce au SMIC. En réalité, le gouvernement socialiste va très vite comprendre qu'on ne lutte pas contre les délocalisations avec des mots. Et quant à M. Montebourg, qui militait pour les démondialisations, il va vite s'apercevoir que la Chine, le Brésil, l'Inde n'ont pas lu ces discours et qui n'entendent pas le faire. Nous proposons aux Français une stratégie économique différente. Elle est fondée sur la valorisation du travail. Elle est fondée sur une profonde réforme de la formation professionnelle et de l'indemnisation du chômage. Elle est fondée sur l'instauration d'un dialogue social décentralisé au niveau des entreprises pour adapter les modalités du travail au carnet de commandes. Si l'UMP invite les Français à se retrousser les manches, à réformer encore, à se former plus, à dépenser moins, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être une grande nation, une nation qui crée des richesses, une nation qui les partage, une nation qui protège ses enfants des lendemains incertains. Face à la crise et face aux menaces qui pèsent sur l'Europe, je demande ce matin, solennellement, à François Hollande de renoncer aux promesses électorales qui risquent de créer de graves difficultés pour l'économie nationale et pour la vie de nos concitoyens.
Je lui demande de suspendre sa réforme sur les retraites, qui entraînera une dépense supplémentaire de près de 20 milliards d'euros d'ici à 2017. Je lui demande de renoncer à aggraver le coût du travail en maintenant la TVA anti-délocalisation. Je lui demande de renoncer à rétablir la taxe professionnelle qui plombe les investissements des entreprises. Je lui demande d'inscrire la règle d'or dans notre Constitution, comme la France s'y est engagée avec tous ses partenaires européens. Et je lui dis solennellement, s'il ne le fait pas, il prend le risque de porter la responsabilité d'une nouvelle rechute de la crise financière européenne. Mes amis, nous pensons que la France peut supporter la vérité. Notre avenir dépend de notre capacité à résister à la tentation d'exiger toujours plus à n'importe quel prix. Il dépend de notre civisme, c'est-à-dire de notre aptitude à user de nos droits sans jamais oublier nos devoirs. Et tout ceci nous ramène, comme toujours, vers la République. Nous sommes une communauté de citoyens, ce qui signifie que chacun doit donner à son pays autant qu'il reçoit de lui. Nous sommes une communauté nationale, nous sommes une nation d'intégration, nous ne sommes pas une nation mosaïque. Voilà pourquoi, et c'est l'un des enjeux essentiels de cette élection législative, nous refusons le vote des étrangers aux élections locales que propose la gauche. Parce que ce vote affaiblit la citoyenneté et parce que ce vote encourage la création des communautarismes qui seraient mortels pour l'esprit de la République française. Voilà pourquoi nous sommes pour une immigration maîtrisée et pour une assimilation réussie, parce qu'il n'y a aucune générosité à accueillir des personnes qui, sans travail, sans formation, sans volonté de devenir français, ne pourraient être sur notre territoire que des déracinés. Voilà pourquoi nous sommes inflexibles sur la sécurité, parce que la loi de la République doit s'imposer sur la loi de la rue. Et sur ce sujet, le gouvernement socialiste ferait bien de ne pas oublier que la justice doit d'abord se pencher sur le sort des victimes avant de songer à alléger la législation concernant les délinquants. Mes chers amis, malgré la défaite à l'élection présidentielle, nous sommes rassemblés et nous sommes résolus. D'autres que nous seraient démobilisés. Mais la France parle en chacun d'entre nous. Elle nous murmure tous ces combats anciens qui ont fait de notre pays la patrie de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Elle nous rappelle au souvenir de tous nos aïeux qui ont travaillé dur pour conquérir le progrès et la justice. La France n'est pas devenue l'une des premières puissances du monde par hasard. Il a fallu des siècles d'acharnement au travail. Il a fallu le génie de nos entrepreneurs, de nos ingénieurs, de nos inventeurs. Il a fallu le courage de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre indépendance. Oui, mes amis, cette France éternelle, elle parle en nous et elle nous rappelle au souvenir de tous ceux qui nous ont donné cette fierté qui nous permet aujourd'hui de dire « je suis français ». La France, c'est notre seconde famille. Et une famille, chacun d'entre vous le sait bien, ça se défend. Ça se défend avec générosité, mais ça se défend avec courage et ça se défend avec détermination. Voilà tout le sens de notre engagement. Voilà la flamme qui brille dans notre cœur et voilà pourquoi l'Union pour un mouvement populaire se tient debout, debout pour la France et debout pour la République. Après cette réunion, l'UMP est en ordre de bataille pour les élections législatives. Après la défaite de Nicolas Sarkozy, le parti espère conserver un maximum de députés sans vraiment croire à une possible cohabitation. Plusieurs ténors de la majorité sont en danger. Il y a notamment un risque de triangulaire avec le FN pour Xavier Bertrand, Nadine Morano et Jean-François Copé. Les élections législatives, c'est bien sûr à suivre sur les chaînes parlementaires. Très bonne suite des programmes.
Thank you.